Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit coffee break numéro 1 de NuVector. Pour ceux qui ne savent pas encore exactement à quoi s'attendre, on va revenir assez brièvement puisqu'on a juste 30 minutes. Là, à 10 heures, on ferme boutique pour vous permettre de commencer votre journée tranquillement. Donc installez-vous, un petit café, un petit thé, un petit croissant si vous avez la chance d'avoir ça sous la main. Et puis on va découvrir aujourd'hui assez succinctement. Et puis après, on fera dans les prochaines sessions, sûrement début d'année prochaine, des démos, des cas pratiques un peu plus poussés que ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que on est pas mal, on va pas forcément perdre plus de temps et on va démarrer tout de suite. Alors, au programme du jour, eh ben, du NuVector, bien sûr, hein, une présentation rapide du produit, de l'architecture. On va discuter aussi de l'installation, comment ça se passe, et on fera un tour de l'interface, ce qu'on appelle premier pas. Donc, vous allez pouvoir découvrir ce que ça fait et à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, hein. Vous avez dans GoToWebinar un petit encart questions qui vous permet de communiquer avec nous. Et donc, on essaiera de répondre soit par écrit, soit bien sûr à l'oral à toutes vos questions. Voilà. Allez, tout le monde est prêt? On y va. Alors, présentation et architecture, bien sûr, hein. Si on, si on resitue NuVector, c'est une solution que tu as rachetée l'année dernière, donc une solution closed source, donc à code fermé qu'on a open sourcé. Donc maintenant tout le monde peut consulter le code et installer gratuitement bien sûr ce produit. Euh, il s'inscrit dans l'écosystème SUSE Rancher. Donc en fait, avec Rancher, si vous connaissez, on a une plateforme de gestion, de management des clusters Kubernetes, hein, où qui se trouve. Et en fait, NuVector, dans la même veine, va garder cette agnosticité et donc va pouvoir s'installer sur n'importe quel cluster Kubernetes, hein, que ce soit un cluster RKE de chez nous, Rancher Kubernetes Engine, ou alors n'importe quel des cloud providers, de l'OpenShift, du Tanzu. Voilà, donc c'est vraiment un outil complet de la gestion de la sécurité Kubernetes. On va voir, hein, c'est assez vaste ce qu'on peut faire au niveau sécu sur Kubernetes. Et donc, bah, ça peut s'installer assez facilement à ce qu'on va voir aujourd'hui depuis le catalogue Rancher, mais on peut aussi l'installer d'autres manières. Alors, NuVector, je vous l'ai un peu dit, hein, c'est un outil de sécurité pour Kubernetes. Ça se sépare en deux parties, on va dire. La partie sécurisation de la supply chain et la partie sécurisation du runtime. Donc, si on sépare vraiment ça en deux, bah, le premier niveau, c'est tout ce qui va se passer avant que mes workloads tournent dans le cluster Kubernetes. Et la partie runtime, bah, c'est toute la sécurisation qu'on fait dans le cluster Kubernetes une fois que mes applications sont déployées et qu'on veut les sécuriser. Alors, supply chain, qu'est-ce que c'est? Bah, supply chain, c'est vraiment la partie qui amène du code dans des images de conteneurs et qui finissent dans mon cluster Kubernetes. Donc mon petit développeur, là, il va commit du code, donc il va pousser du code dans une chaîne d'assemblage. Cette chaîne d'assemblage, ça peut être du Jenkins, du GitLab, de l'Arc, voilà, énormément de choses, hein. Et en fait, cette chaîne d'assemblage, eh ben, elle va construire une image de conteneur qu'elle va pousser dans un registre. Donc en fait, dès cette chaîne d'assemblage, NuVector va pouvoir sécuriser et va pouvoir dire si les images qu'on construit sont vulnérables ou non à des failles de sécurité. On peut bien sûr scanner les registres, hein, privés, publics, et puis de ces scans de sécurité, on va pouvoir faire des règles de contrôle d'admission. Donc en fait, on va pouvoir se baser sur le résultat du scan pour dire telle application, je peux la déployer ou pas dans mon cluster puisqu'elle a telle ou telle faille de sécurité. Et donc ça, une fois qu'on a passé l'admission control, donc le petit videur devant la boîte de nuit qui dit toi tu rentres ou toi tu rentres pas dans mon cluster Kubernetes, et bien on passe à la sécurité runtime, puisque là les applications elles tournent dans le cluster Kubernetes et donc on va pouvoir les sécuriser. Donc cette partie runtime, hein, c'est la partie qui est la plus intéressante, puisque la partie scan, ça reste assez standard, hein. Par exemple, la défense américaine, ils utilisent trois types de scanners différents. Donc
L'avantage de New Vector, c'est que tout est intégré et on va pouvoir tirer parti du scan qu'on a fait pour faire de la mission control, mais rien ne vous empêche d'utiliser des scanners supplémentaires pour avoir encore plus de sources et encore plus de remontées sur la sécurité de vos images. Mais une fois qu'on est dans le cluster Kubernetes, là, eh ben, on va pouvoir aussi faire deux grandes familles. La famille de gauche, donc les contrôle sur des menaces connues, donc des failles CVE qui seraient sur la plateforme Kubernetes, sur l'OS des nœuds du cluster, sur les conteneurs qui tournent ou les images qu'on utilise. Donc tout ça, c'est des choses connues. Pareil, on peut faire de la conformité pour vérifier si on est conforme à PCI DSS, voilà, au NIST, IPA, GDPR, etc. Donc on intègre le CIS benchmark pour donner tous ces éléments sur, pareil, les conteneurs, les images. Et puis, plus intéressant, on va aussi avoir des vecteurs de défense sur la partie réseau. Donc, le data loss prevention, on va pouvoir écrire des patterns de détection de données sensibles, par exemple des numéros de carte de crédit. Et donc, si on voit un numéro de carte de crédit qui se balade en clair dans le cluster, on sait le bloquer et alerter, bien sûr. Donc ça, c'est assez unique à New Vector de pouvoir voir tout le trafic qui passe et détecter des patterns et les bloquer. Souvent, ce qu'on voit dans d'autres solutions, c'est qu'on a des alertes. Donc, on nous dit qu'il se passe des choses pas bien. Par contre, en fait, on ne peut pas le bloquer. C'est très important cette capacité de bloquer en live, en temps réel, des comportements. Pareil, attaque réseau, donc tout ce qui est injection SQL, cross-site scripting, du DDoS, SAC, je sais pas, un struts ou voilà, des attaques réseau comme ça qui sont connues, et ben on va pouvoir automatiquement les détecter et les bloquer. Pareil, on a une fonctionnalité de Web Application Firewall. Et donc, avec des patterns de détection d'attaque, par exemple Log4j, ben, on sait le détecter, on sait le bloquer. Admission Control, on en a parlé. Donc, tout ça, c'est basé sur des menaces que vous connaissez déjà, qui, pas forcément personnellement, mais des menaces qui sont connues en tout cas, et qu'on va pouvoir coder à l'avance pour les détecter et les bloquer. La deuxième partie, c'est, vous allez me dire, voilà, mais comment on fait pour les menaces qui ne sont pas connues? Donc, les fameux 0-day, voilà. Et ben en fait, on, on va parler de Zero Trust Control pour ces menaces inconnues. Donc en fait, là, c'est la capacité de New Vector d'apprendre en fait le comportement des applications. Telle application communique voilà, d'un pod A à un pod B sur ce protocole spécifique avec tel process qui sont lancés dans les pods, tel fichier accédé, etc. Donc on va apprendre le comportement d'une application de manière automatisée, les flux réseau, les protocoles utilisés, les process, les fichiers accédés. On construit une liste blanche et en fait après on passe après cette étape de découverte dans un mode de monitor où là on alerte dès qu'il y a quelque chose qui change de l'ordinaire, ou alors dans un mode protect où là on bloque carrément tout ce qui sort de l'ordinaire. Et donc en fait on imagine bien que même si mes conteneurs ils sont tous troués, et ben, je peux quand même me prémunir contre une attaque 0-day, puisque mon attaquant, pour exécuter son attaque, il faut déjà qu'il ouvre un flux réseau vers mon application. Donc, si ce n'est pas un flux réseau habituel, il sera bloqué. Et puis après, même si il a des accès euh, sur un pod de manière un peu privilégiée, on va bloquer en fait tout nouveau processus qui démarre, donc il ne pourra pas lancer d'attaque vraiment, puisque le nouveau processus qu'il essaye de démarrer ou un processus existant qu'il essaye de corrompre sera immuable et donc il pourra rien faire. Voilà pour la partie zéro trust. Ce qui n'est pas connu, et bien sûr, en fait, on sait que vous aimez l'automatisation, vous aimez tout ce qui finit par Ascode, et on va pouvoir faire de la security Ascode, c'est-à-dire que toutes les politiques de sécurité, tout ce qu'on prend New Vector, on peut l'exporter, l'importer, et donc en fait faire des CRD, des Custom Resource Definition, au sens Kubernetes, et donc appliquer toutes ces politiques de sécurité as code de manière automatisée sur un cluster ou sur des clusters. Donc on imagine que sur un cluster de dev, on apprend et on fait la recette d'une application, on exporte la sécurité apprise sur ce cluster de dev et puis on la pousse sur la qualif, et puis après, si tout se passe bien, on pourrait la pousser sur la prod aussi. Et donc, on a notre application plus sa sécurité as code qui vient avec. Voilà en deux mots les différentes parties de New Vector, supply chain, runtime, qui
lui-même est décomposé en les menaces connues, les menaces inconnues. Alors vous allez me dire comment ça marche NewVector et qu'est-ce que ça, comment ça s'installe. Et ben, déjà, comment ça marche, à quoi ça ressemble? Ben, voyons un peu l'architecture. Donc dans votre cluster Kubernetes, vous avez des nœuds. Là, par exemple, je suis sur un cluster où il y a 5 nœuds. J'ai des pods qui tournent sur ces nœuds. Et en fait, ben, ces pods, je vais vouloir les sécuriser. Alors, je vous le dis tout de suite, NewVector, il n'y a pas de déploiement de sidecar, il n'y a pas de déploiement d'agents, vous n'avez pas des pods qui se rajoutent pour chacun des pods que vous lancez avec un petit sidecar à côté qui va tout écouter. On ne fait pas ça en fait. NewVector se déploie directement sur le cluster Kubernetes. Dans les composants, il y a le premier qui est la partie contrôleur. Donc ça, c'est le plus souvent 3 pods qui sont déployés pour gérer les policies, vous donner accès à l'API, j'allais dire en anglais. Euh, Vous avez bien sûr 2 pods scanners. Alors, il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir 10. L'avantage du pod scanner, c'est que les signatures de conformité, les signatures pour les scans, eh ben, elles sont dans ces pod scanners. Et donc, en fait, si vous avez 10 registres avec 10 000 images chacune et vous avez 50 000 voilà, applications différentes, vous avez des centaines de nœuds dans votre cluster Kubernetes, eh ben, un scanner ou 2 scanners, ça va peut-être pas suffire pour scanner ça rapidement et efficacement. Donc, on va pouvoir scale le nombre de pod scanners et donc rester à l'échelle et toujours scanner très rapidement l'ensemble de vos clusters. Donc, ça, c'est très intéressant comparé à d'autres solutions où c'est un point unique qui scanne et que vous ne pouvez pas scale. Bah, le jour où votre cluster est grossi, vous avez énormément d'images, bah, vous allez vous retrouver bloqué. Donc, ça, c'est pas le cas avec NewVector. Très intéressant. Contrôleur scanner et donc, bien sûr, une interface qu'on va découvrir juste après. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle l'enforcer. Donc ça, c'est la partie il y aura un pod sur chacun des nœuds du cluster. Vous rajoutez des nœuds, et un nouveau pod enforcer se déploie sur ce nœud-là. Et c'est ça qui voit en fait tout le trafic en live de votre cluster et qui vous permet de forcer les politiques de sécurité. C'est-à-dire que j'inspecte tout le réseau, tout le trafic qui passe. Et puis, si je vois des choses qu'on m'a demandé de bloquer, je les bloque directement. C'est de là que vient toute la force de NewVector, c'est cet enforcer qu'on a mis au plus près du virtual switch pour que vous vous rendiez compte en fait que c'est pas quelque chose qui agit au niveau du pod, mais qui est vraiment au niveau global de chaque nœud et qui nous permet d'agir directement sur le trafic qu'on voit passer en live. Donc je l'ai pas dit, mais NewVector, par exemple, comme on voit passer tout le trafic, on peut aussi lancer des captures réseau automatiquement dès qu'on détecte une attaque ou ce genre de choses, ce qui est intéressant pour l'analyse après ou même pour débugger en live. Vous ne savez pas trop ce que fait votre application, vous pouvez lancer une capture réseau que vous exportez, que vous regardez avec Wireshark par exemple. Voilà pour l'architecture. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Euh, Installation. Alors tout ça, comment ça s'installe? L'installation de NewVector, elle se fait assez simplement. Donc, il y a plusieurs manières, suivant si vous êtes sur du Rancher, sur du cloud public, sur de l'OpenShift, du Tanzu ou autre, hein. Donc, on a un Helm chart qui permet d'installer NewVector. On a un opérateur aussi pour OpenShift qui permet de l'installer très simplement. Aujourd'hui, là, je vais juste vous montrer quelques screenshots de l'installation pour que vous voyez à quel point c'est simple depuis Rancher, mais c'est assez simple depuis n'importe quelle autre manière de faire. Alors depuis Rancher, l'installation, c'est on va dans le catalogue, on clique sur Charts, il y a un chart, il y a une petite icône pour NewVector, on va cliquer sur Install. Dans les paramètres, bien sûr, on va choisir la version. Donc là, c'est des screenshots qui ont été pris quand c'était la version 5.0. Maintenant, on doit avoir la 5.0.4 qui doit être disponible. On choisit le moteur de runtime qui est utilisé. Donc, par exemple, sur cette screenshot, c'est 4OS pour RKE2 4OS qui utilise le même moteur. Mais si vous avez du CRI-O, du Containerd ou du Docker, on le supporte bien évidemment. Un peu de stockage persistant, voilà, vous pouvez définir la classe de stockage que vous voulez pour stocker des données de manière persistante. Et bien sûr, après, vous pouvez exposer NewVector. Alors, depuis Rancher, quand vous l'installez, automatiquement, on s'est proxifié vers NewVector, mais
Vous pouvez aussi exposer tout ça avec un ingress pour la partie manager ou pour la partie contrôleur pour l'API. Et donc, bah, voilà, dernière étape, bien sûr, le service NewVector, comment on l'expose dans le cluster Kubernetes. Bah, on fait soit un cluster IP ou d'autres manières de faire. Et vous remarquerez qu'il y a aussi d'autres types de services pour la fédération, puisque là, en fait, je peux installer NewVector sur chacun de mes clusters Kubernetes, mais je peux aussi mettre en place une fédération qui fait que depuis un cluster NewVector central, je peux aller gérer l'ensemble de mes clusters et leur sécurité. Et donc avec la fédération sur l'application de politique de sécurité, etc., de manière centralisée. Voilà pour l'installation. Et donc une fois que l'installation est faite, eh ben, on se retrouve avec une mire de login magnifique, avec la possibilité de se connecter sur NewVector. Et donc, on va faire un petit tour, si ça vous va, les premiers pas. Alors là, je vous ai mis des premiers pas dans le sable, bien sûr, qui voilà, nous font un petit peu rêver quand on approche de Noël et qu'on voit le temps qu'il fait dehors, mais ce n'est pas un mirage. Donc on va aller faire un petit tour de l'interface. Alors, je, je vous affiche, hop, la fenêtre NewVector. On va se connecter. C'est parti. Donc l'interface NewVector, hein, ça ressemble à ça. Donc quand vous arrivez sur l'interface, vous avez un beau dashboard avec les risques de sécurité. Donc, dans ces risques de sécurité, voilà, vous avez l'état de votre plateforme avec l'exposition des ingress. Donc là, moi, j'ai une plateforme qui est pas trop mal, mais j'ai quand même pas mal de pods qui sont vulnérables, de nœuds qui sont vulnérables. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses qu'il faudrait regarder. On va commencer par Assets. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je peux voir la plateforme Kubernetes que j'utilise. Je peux la scanner. Donc là, j'ai pas de vulnérabilité sur cette plateforme RKE2. J'ai mes nœuds. Donc là, c'est un cluster avec 2 workers. J'aurais pu aussi choisir de déployer sur mes nœuds master, ce que j'ai pas fait pour avoir un peu moins de voilà un peu moins de choses dans l'interface à vous montrer, mais que ça clignote un peu moins partout. Mais globalement, voilà, là j'ai 2 nœuds workers, c'est de la SLES15 SP3 que j'ai pas patché depuis quelques temps, et donc on voit qu'il y a des failles de sécurité sur mes nœuds. Ça fonctionne très bien avec des Red Hat, des Ubuntu, etc., hein. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Et donc, on voit que bah, je vais pouvoir avoir les items de compliance du CIS benchmark. Donc, par exemple, ici, là, bah, voilà, j'ai des choses peut-être à améliorer sur mes nœuds au sens Kubernetes pour que ce soit plus sécurisé. Et puis, bah, j'ai la vue sur toutes les vulnérabilités de mes nœuds avec voilà, des failles de sécurité. Là, j'ai du CVE high et j'ai du medium. Donc, j'en ai 57 et 36. Donc, c'est quand même voilà, une vue qui me dit qu'il faudrait que je mette à jour mes nœuds. Et puis, bah, j'ai aussi, bien sûr, l'affichage de tous les conteneurs qui tournent sur mes nœuds. Donc ça, c'est plateforme, nodes, les conteneurs, bien sûr. Donc tous les conteneurs de ma plateforme, je peux voir, par exemple, j'en prends un, la partie compliance. Donc là, sur lui, il n'y a rien. Mais par contre, les vulnérabilités, là, j'ai un conteneur qui tourne, hein. Donc là, on est dans la partie runtime où il y a des failles de sécurité aussi. Et puis, j'ai une vue voilà, sur les process qui sont lancés dans ce conteneur-là et puis des petites statistiques bien sûr. Et puis, dernier élément, les images. Donc, les images, en fait, je vais pouvoir scanner mes registres. Donc, j'ai pas mal de types de registres disponibles, hein. Ça gère un petit peu tout, hein. Je crois qu'il n'y a pas forcément de limitation. Et ce qui est intéressant quand on ajoute un registre, c'est de cocher cette partie scan layers, en fait. On va pouvoir détecter les différentes layers qu'ont construit cette image et où sont les failles de sécurité. Par exemple, si je prends mon struts ici, là, hop, je vais l'ouvrir. Voilà, on voit que en fait j'ai 107 CVE high et 91 medium, donc cette image est vraiment trouée de partout. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que dans cette layer, par exemple, ici j'ai rajouté, voilà, ça a ajouté tant de failles de sécurité. Et par exemple, je sais pas, là dans la dernière layer qui vient d'être construite, eh ben, on a rajouté un fichier dans le slash qui a ajouté 2 failles de sécurité hautes et une médium. Donc j'ai vraiment la possibilité pour chacune de mes images de voir dans les layers où sont les failles de sécurité. J'ai bien sûr la conformité et j'ai aussi une partie module où là je
décompose par module tout ce qu'il y a dans mon image et je vois que par exemple, Tomcat, j'ai ces CVE-là sur ce module-là, le OpenSSL, j'ai ces failles de sécurité, etc. Dans JDK, j'ai celle-là. Et donc voilà, je peux décomposer aussi par module dans mon image. Bien sûr, je peux exporter en CSV, là. Tout est exportable assez facilement. Donc voilà pour la partie assets. En fait, ça c'est vraiment la partie scan. Et puis après, je vais pouvoir faire des choses sur ces assets. Donc par exemple, l'admission control dont on parlait. Je peux définir des règles de contrôle d'admission. Par exemple, je peux ajouter une règle qui dit, je veux interdire le déploiement de toute image qui contient au moins les 3 CVE critiques qui ont été reportés il y a plus de 15 jours, par exemple. C'est des images avec des CVE qui ont un fixe. Donc je peux ajouter ce critère-là et puis voilà, je peux dire enable et j'ajoute cette règle de contrôle d'admission. Donc cette règle de contrôle d'admission là, elle est définie en dur, mais j'aurais pu aussi, hein, bien sûr, voilà, l'exporter. Donc là, je peux exporter les règles et en fait, quand je les importe depuis une CI/CD par exemple, j'ai un petit flag CRD. Donc là, ça veut dire que c'est as code en fait. Je l'ai pas créé à la main depuis l'interface, mais je l'ai déployé comme si c'était une ressource Kubernetes. Sur les règles, on peut les supprimer après. Deux modes, un monitor, la mission control, il va juste me donner des alertes et si je me mettais en protect, il va carrément bloquer le déploiement des applications qui correspondent aux règles que j'ai créées ici. Donc ça, je l'ai dit, c'est vraiment la partie videur devant la boîte de nuit. Donc lui, il va checker quand vous rentrez dans la boîte de nuit, mais il ne viendra pas vous chercher derrière le bar si vous commencez à faire n'importe quoi. Donc pour ça, en fait, il y a ce qu'on appelle les règles de réponse, les response rules. Sur ces response rules, en fait, on va pouvoir définir les choses. Par exemple, il y en a qui sont déjà créés ici. C'est pas, par exemple, voilà, il y a un conteneur qui fait un privilege escalation où il y a des conteneurs qui ont des CVE présentes qui sont de niveau 10, donc le niveau le plus élevé. Et ben là, on voit que l'action est quarantaine. Donc en fait, on a deux types d'actions, quarantaine ou webbook. Et donc en fait, ces actions-là, elles me permettent de dire, si j'ai des conteneurs qui ont des failles CVE de niveau 10, je les mets directement en quarantaine, ou alors j'exécute un webhook, donc qui peut être n'importe quelle réponse custom que je pourrais avoir codé. Et donc, ça permet de sécuriser voilà, ce qui se passe dans le cluster après que ça ait passé le contrôle d'admission. Bien sûr, j'ai une vue de tout ce qui se passe dans le cluster. Je peux faire des groupes par application, des groupes par namespace. Et donc, par exemple, là, si je ne sais pas, je vais sur démo, voilà, j'ai des applications ici. Et en fait, ces applications, je vous l'ai dit, Zero Trust, il y a 3 modes. Découverte, on apprend les règles. Monitor, on alerte, on n'apprend plus rien. Et Protect, on bloque tout ce qui sort de ce qu'on a déjà appris. Donc, par exemple, celui-là, le struts, il est en protect. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans ce pod, voilà, j'ai que ça qui est autorisé. Donc, BusyBox, Java, Pose et SH. Si je voulais exécuter, alors là, comme j'ai SH, je vais pouvoir peut-être rentrer dans ce pod. Et par contre, si je voulais lancer un curl, je voulais lancer n'importe quelle commande, ce serait bloqué puisqu'on n'autorise que ces process-là à exécuter dans le pod. Pareil, les fichiers accédés. Là, j'ai pas de fichier spécifique, mais par contre, il y a déjà toute une liste de fichiers prédéfinis par NewVector qui sont protégés et qu'on ne va pas pouvoir modifier. Par exemple, voilà, on prend le TCHost, le TC Shadow, le resolve.conf, etc. Le password, tout ce qu'il y a dans bin, user bin, etc. Donc tous les binaires en fait et tous les fichiers sensibles de notre conteneur, on ne va pas pouvoir y toucher, on ne va pas pouvoir les modifier. C'est un élément important de sécurité. Et puis les network rules, donc là on sait que ce conteneur, il fait du HTTP, du ingress vers le pod et du host vers le pod. Voilà, et il y a seulement ça qui est défini. Donc même si quelqu'un avait le droit de lancer des process dans le pod et voulait attaquer par exemple le pod d'à côté là qui run as root et qui serait lui
assez sensible, ben en fait, je vais pas pouvoir puisque j'aurai pas le droit d'initier une connexion réseau vers ce pod. Et en plus, j'aurais pas le droit d'initier une connexion réseau sur un autre protocole que le protocole HTTP. Ben voilà, une personne qui essaye d'exfiltrer des données, par exemple, et qui essaye de cacher ça dans du HTTPS ou dans quelque chose de chiffré, ben, elle pourrait pas, puisque de toute façon, euh, on va bloquer les autres protocoles. Euh, donc, on a bien sûr toutes les règles réseau qui sont regroupées ici. Euh, Automatiquement, donc il n'y a pas de menu, mais pour toutes les attaques struts, cross-site scripting, injection SQL, etc., dont je vous ai parlé, il n'y a pas de menu puisque c'est bloqué par défaut. Donc par défaut, quand on fait une attaque, donc là on le fera dans les prochaines sessions de Scoffy Break, quand on fera des attaques, vous verrez que en fait, par défaut, c'est bloqué. Et donc dans les notifications ici, on aura des événements de sécurité qui vous montrent ça. Deux derniers éléments, DLP, donc là ce que je vous ai dit, hein, tout ce qui transite en clair, eh ben, on peut écrire des patterns pour détecter et bloquer ces choses-là. Par exemple, là, par défaut, on a des patterns pour les numéros de carte de crédit et pour les numéros de sécurité sociaux américains, par contre. Euh, on les active par application, par namespace ou autre, hein, par groupe. Euh, Donc ça, c'est pour détecter des données sensibles. Vous pouvez écrire les vôtres, hein. C'est un pattern, des expressions régulières assez classiques. Et pareil pour les sensors, pour le WAF, eh ben, c'est le même principe, hein. Vous écrivez des patterns qui donnent un contexte. Donc, par exemple, c'est dans les headers, c'est dans quelque chose que vous voulez détecter un pattern particulier. Et donc là, par exemple, on vous en a donné deux pour Log4Shell et Spring4Shell. Mais si vous êtes un client payant, hein, donc vous prenez des souscriptions pour New Vector, et ben on va vous en donner d'autres au fur et à mesure qu'il y ait des choses qui sortent. Donc voilà, s'il y a une attaque chez un de nos clients, eh ben, on écrit un pattern, on va le livrer à l'ensemble des autres. Donc ça, c'est vraiment toute l'interface et vous avez bien sûr une partie Network Activity qui est intéressante pour avoir une vue globale de l'ensemble de votre cluster. Je ne sais pas si ça va bien charger. Mon navigateur aujourd'hui qui m'a tout, ah, ça y est. Voilà. Donc en fait, j'ai une vue globale de tout ce qui tourne sur mon cluster avec les interactions entre ces nœuds-là et puis les différents protocoles. Là, par exemple, il y a du SSL entre les deux ici. Lui, il est tout seul et il est en mode protect, mais d'ici, je peux changer aussi le mode, hein. Je peux mettre en quarantaine un pod, je peux lancer une capture réseau, je peux aller voir les sessions actives sur ce pod, hein. Donc là, il faudrait que j'aille sur l'application de ce pod et puis je verrai les sessions qui s'affichent ici. Si je veux lancer une capture réseau, je pourrais aussi faire paquet de capture ici et lancer la capture de back. Vous avez vraiment une vue globale, vous pouvez filtrer sur tout ce qui se passe au niveau réseau sur le cluster et vous allez pouvoir identifier les flux entre telle et telle application. Donc c'est assez utile pour débugger aussi. Et dernier point, pour pas exploser le temps, hein, bien sûr, quand il y a des alertes de sécurité, vous retrouvez tout dans les notifications. Et les rapports, eh ben, vous avez au niveau vulnérabilité, par exemple, un rapport de l'ensemble de votre plateforme. Et donc cette plateforme, eh ben, elle a des conteneurs, elle a des images, elle a des nœuds, elle a énormément d'éléments comme ça. Et donc on fait un rapport sur l'ensemble. Et donc après, vous pouvez filtrer, par exemple, parce que là, il y a peut-être beaucoup de choses, hein. On a 830 des CVE. Je veux dire, par exemple, je veux filtrer et me faire un rapport sur seulement les CVE pardon, qui ont un fixe, qui sont de type élevé. Donc là, si je fais apply, déjà, je vois que j'en ai moins. Et après, bien sûr, bah, je peux générer des rapports. Donc lui, automatiquement, on voit les petits trucs ici qui moulinent. Et donc, j'ai deux types de rapports par asset. Donc, pour chacun des images, des nœuds, etc., je vais dire quelles sont les failles ou alors par vulnérabilité. Et donc ça peut être intéressant. Par exemple, je m'en télécharge un. Voilà le rapport par vulnérabilité avec les filtres que j'ai mis. Et donc, eh ben, pour chacune, alors bien sûr, j'ai l'impact. Et puis pour chacune des CVE qui est présente, il me dit, bah, voilà, telle CVE, voici la description de la CVE, les packages impactés et l'impact sur mon cluster. Donc voilà, toutes ces images sont impactées et ces deux conteneurs sont impactés. Donc il y a sûrement voilà, d'autres CVE où il n'y a pas que des images et des conteneurs, mais il va y avoir des nœuds aussi. Voilà, par exemple,
et les workers, eh ben, ils vont avoir des CVE aussi qui vont se retrouver là-dedans. Vous avez un rapport très très complet sur tout l'état de sécurité de votre plateforme que vous pouvez bien sûr filtrer hein, par namespace, par service, je veux juste mes images, je veux juste mes nœuds, etc. On pouvait filtrer tout ça. Et puis on a la même chose hein, pour la partie compliance avec la compliance et les profils qu'on a. Donc voilà, PCI DSS, GDPR, IPA, NIST, etc. Vous pouvez voir la compliance de votre plateforme et passer PCI DSS assez facilement grâce à ça. Je ne l'ai pas montré ici aussi, mais par exemple des failles de sécurité, par exemple une CVE ici là qui est assez importante, et ben, je peux dire voilà finalement celle-là, hein, si je prends que les CVE qui n'ont pas de fixe par exemple, je peux dire celle-là il n'y a pas de fixe actuellement, donc je ne veux pas qu'elle se retrouve dans mes rapports. Je peux la prendre et dire je l'accepte. Et donc là, elle est automatiquement ajoutée à une règle d'acceptation qui me dit, bah voilà, ces CVE-là, j'accepte de ne pas les montrer puisque bah, je sais que je ne peux pas les patcher actuellement, mais j'ai du zéro trust qui est en place et donc de toute façon, je suis sécurisé. Et donc, une fois qu'elles sont acceptées, bah, elles apparaissent ici, mais après, je peux bien sûr supprimer ces règles ici et ne plus les accepter, par exemple. Voilà pour le tour d'interface hein, de New Vector. C'est une solution très très complète, hein, on l'a vu, hein, on peut tout scanner, on peut faire énormément de choses sur la partie contrôle d'admission, réponse, et puis après, bah, il y a toute cette partie zéro trust aussi qui sera intéressante à voir. Euh, hop. Donc ça, c'était des premiers pas, hein, mais je vous le dis, on va faire des sessions supplémentaires ou potentiellement, voilà, une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième, on verra si on a aussi peut-être des choses à vous montrer plus dans l'intégration dans un pipeline CI/CD, ça pourrait être intéressant aussi. Il y aura peut-être une quatrième que j'ai pas mis, mais globalement, dans la prochaine session, hein, plutôt début d'année prochaine, on va vous montrer comment on utilise la partie scan et compliance pour créer de l'admission control. Donc, on va faire des exemples, hein. Pour le coup, là, ça va être vraiment la console et puis on va déployer des choses et on va voir que c'est bloqué ou les alertes. On va essayer de faire des attaques réseau aussi. Donc, potentiellement, on fera une attaque struts, on essaiera de faire peut-être un DDoS, SAC ou ce genre de choses pour voir comment ça marche. Et puis dans une troisième session, on verra plus la partie zéro trust, donc on apprendra des règles et puis on essaiera de faire peut-être une attaque Log4j. On se déploiera une petite application où on essaiera de rentrer des numéros de carte de crédit et on verra comment c'est bloqué. Donc voilà, on fera ces choses-là, donc un peu plus main sur le clavier où on va vraiment faire des attaques et on va voir comment on bloque et comment ça réagit. Donc voilà, hein, merci à tous d'avoir donné un petit peu de votre temps ce matin pour découvrir New Vector et pour être avec nous. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté, donc community.sus.com, hein. Là-dessus, il y a pas mal de choses. Il y a des podcasts, il y a des articles de blog, il y a aussi souvent ce qu'on appelle des academy classes ou alors des petites formations gratuites sur différents sujets. Euh, il y a pas mal de choses assez sympas qui arrivent. Vous verrez, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, puis c'est assez participatif. Je regarde, est-ce qu'il y avait des questions? Alors, blocage d'attaque réseau. Comment du vecteur détecte et bloque les attaques? Euh, ben en fait, on l'a vu, c'est vraiment ces fameux pods enforcers là qui voient tout le trafic qui passe. Et donc, en fait, quand ils voient le trafic, eux, automatiquement, ils vont regarder ce qu'il y a dans les headers, ils vont regarder, ils vont chercher des patterns qui sont connus, en fait, et un pattern connu d'une attaque, d'une injection SQL, par exemple, ou d'autres choses. Et ben, ça va nous permettre de dire, ah, là, il y a quelque chose qui se passe et on bloque le flux. Euh, donc, est-ce que ça fait pareil qu'un un IPS et un IDS? Euh, si l'IPS, l'IDS permet de bloquer, oui. Euh, Après, souvent, bah, vos équipements de sécurité assez classiques, vos WAF, vos IDS, vos IPS, tout ça, eux, ils vont être plus en périphérie, mais ils vont pas forcément pouvoir agir dans le cluster Kubernetes. Souvent, ils savent pas faire la sécurité de ce qui se passe à l'intérieur. Euh,
et donc, NewVector va être utile dans ce cas-là. Donc en fait, vous allez pouvoir conserver vos équipements de sécurité pour la périphérie, pour le trafic nord-sud, mais pour tout ce qui est est-ouest dans le cluster Kubernetes, c'est là où vous allez avoir besoin de NewVector, puisque les équipements classiques, ils ne sauront pas le faire. Pour la fédération, oui, il faut installer NewVector sur chacun des clusters. euh, et après, en fait, vous mettez en place la fédération et on peut pousser des choses de manière centralisée sur l'ensemble des clusters. Euh, pour un DDoS, est-ce qu'on peut bloquer une adresse IP pour tous les clusters si c'est... Alors bien sûr, en fait, la partie Zero Trust fait que on n'autorise que les choses connues. Donc en fait, vous avez appris le comportement normal des applications. S'il y a une attaque DDoS qui arrive, et ben vous pouvez, alors soit c'est déjà bloqué, soit c'est une attaque qui a un pattern connu, donc on va la bloquer. Soit vous pouvez ajouter des règles réseau qui disent, bah, moi je bloque toute cette plage, par exemple, qui vient de la Chine ou qui vient d'un pays un peu suspect d'où je vois beaucoup d'attaques pour être sûr qu'il n'y aura pas voilà, d'attaque de ce niveau-là. Et puis, quand on parle de requêtes et de performance, bien sûr, quand on est dans le mode découverte ou monitor, là, il n'y a pas vraiment de circuit breaker en fait au niveau du trafic, donc il n'y a aucun impact sur le performance. À partir du moment où on passe dans le mode protect, où on se donne la capacité de bloquer le trafic et bloquer des choses, et ben là, il y a un petit impact sur la performance, hein, comme partout. Après, sur notre site, je crois qu'on a des benchmarks sur ces parties-là. Donc ça dépend un peu, mais pour le moment, en tout cas de mon expérience, on n'a aucun client qui nous a dit c'est handicapant pour les performances de notre application. Donc après, à tester, à expérimenter, mais normalement, voilà, l'impact sur les performances, il n'est pas si énorme et vous n'allez pas réduire vos perfs de 50 ou de 20%. Ça sera beaucoup plus de l'ordre de quelques pourcents, voire voilà, si vous activez tous les sensors et que vous activez énormément de choses, ça peut monter un petit peu plus, mais je pense pas que ça dépassera 10% de latence induite en plus. Et quand je dis 10%, c'est vraiment pour vous faire peur parce que ça sera très très rarement autant que ça, quoi. Donc voilà, à tester pour les applications qui ont besoin d'énormément voilà, une très très petite latence. Bien sûr, après, on peut juste rester en mode monitor pour être alerté. Mais si on veut vraiment bloquer les choses, ben là, on passe en mode protect et c'est là que c'est là que ça devient intéressant. Ça parle d'API aussi dans les questions. Bien sûr, il y a une API qui fait un peu tout. Donc en fait, toutes les règles, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez faire tout ça avec des CRD, en fait, des ressources au sens Kubernetes que vous pouvez déployer depuis votre CD. Et en fait, voilà, tout ce qui se passe dans NewVector peut aussi être programmé par API. Euh, Question intéressante sur le détection d'attaque sur les patterns, pas sur le nombre de requêtes par seconde. Ça, je ne sais pas. Il faudra qu'on regarde euh, si on peut dire au bout de la troisième, je te bloque. Normalement, le comportement est plutôt de dire je connais ce qui est légitime. Tout ce qui n'est pas dans mes règles, je le bloque en fait. Je m'embête pas à me dire si la troisième requête, la Chine, elle, euh, voilà, moi, mon trafic, d'habitude, il vient d'ici. Euh, le trafic, d'habitude, je sais pas, voilà, le code, c'est du DNS 53. Et ben, par exemple, si sur l'UDP 53, j'ai autre chose que du trafic DNS, et ben, je vais dire, voilà, moi, c'est pas le protocole que j'accède d'habitude, donc je vais, ok. Voilà, sur le HTTPS, je vois que c'est pas du HTTPS, c'est du SSH qui se balade, et ben, pareil, je vais pas l'accepter. Donc, c'est vraiment cette partie, on valide les protocoles, on valide euh, les comportements qu'on a appris dans la phase de découverte et, euh, et on ne va pas forcément se faire des patterns sur le nombre de requêtes, etc. Après, peut-être qu'avec les response rules ou avec des webhooks comme ça, on peut faire ces choses-là, mais après, voilà, fail to ban, je vois pas trop fail to ban, parce que là, Samuel, tu parles de fail to ban.
j'ai jamais trop entendu parler d'utiliser fail to ban pour sécuriser des conteneurs et du Kubernetes. Pour moi, c'est un peu plus sur des hosts Linux classiques. Euh, tu peux très bien mettre fail to ban sur tes nœuds Docker. Après, je ne conseille pas d'utiliser ça dans le sens Kubernetes, parce que Kubernetes, lui, il gère aussi ses règles impétables, il fait des choses comme ça. À mon avis, c'est plus une arme de destruction de tes infrastructures fail to ban dans le contexte Kubernetes que quelque chose qui va te servir. À mon avis, voilà, vaut mieux faire confiance à NewVector pour bloquer ce genre de choses, ou alors avoir des équipements périphériques à ce niveau-là. Mais normalement, hein, sur ta partie Kubernetes, comme tes services vont être accédés par Ingress, par exemple, ou par des load balancers, tu vas savoir déjà limiter le trafic qui vient seulement de ton load balancer ou seulement sur ton Ingress. Et donc, il y a un moment, tu n'auras pas du trafic qui va arriver comme ça sur tes nœuds Kubernetes par magie. Ça va passer par un point d'entrée. Et ce point d'entrée-là, tu vas pouvoir le sécurisé. Donc, et tout bad, peut-être tu mettras sur ton Nginx ou ton HAProxy qui sera en frontal si tu fais du pur Linux. Ou alors sinon, bah, sur ton load balancer F5 ou autre, hein, tu auras des fonctionnalités comme ça pour faire ça de manière un peu plus. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi. J'ai pas forcément mis de slide, mais vous savez comment nous joindre normalement, hein. Voilà, tous les réseaux LinkedIn, etc. La community SUSE, les Slack, bien sûr. Je crois que sur le Slack de Rancher public, il y a aussi un channel New Vector Security si vous avez des questions. Et on reste bien sûr à votre entière disposition. Dans les événements qu'on fait, hein, il y a bien sûr les rodéos Rancher, les rodéos New Vector qui vont revenir en début d'année prochaine. Là, on va quand même se reposer. Et, mais début d'année prochaine, ça repart. Je vous ai pas mis les liens, mais vous allez les trouver aussi pour le SUS Exchange, hein. Si vous êtes en région parisienne, le 12 janvier, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous venez nous voir. On fait un événement physique. Là, on vous parlera de Edge, on vous parlera voilà, d'intégration, de déploiement continu et de Rancher, bien sûr. Euh, et ces fameux rodéos, en fait, hein, un rodéo, qu'est-ce que c'est? C'est une matinée où on vous fait 1 heure de théorie à peu près et on vous fait 1 heure et demie, 2 heures de vous avez accès. Et en fait, il y a un protocole que vous déroulez où vous allez installer Kubernetes, vous allez installer euh, potentiellement New Vector si c'est un rodéo New Vector. Et après, bah, il y a des travaux pratiques, donc vous allez pratiquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous allez ajouter un registre, le scan d'un registre, vous allez faire des scénarios, ajouter des règles et pratiquer tout ça. Donc voilà, les rodéos, c'est vraiment des travaux pratiques. Pendant une matinée, on vous donne accès à une plateforme qui vous permet d'avoir le provisioning d'une machine. C'est chez AWS, la VM, mais c'est assez anecdotique et globalement, vous avez de quoi pratiquer et donc on vous guide voilà, du travaux pratique à distance, les rodéos. Donc vous cherchez Rancher Rodeo France ou New Vector Rodeo France, vous allez trouver ça. Et puis Elisa, je pense, elle doit avoir vos contacts, donc elle pourra vous envoyer un follow-up de tous ces événements, hein, j'espère. Ben, merci à tous. Je ne veux pas vous manger votre matinée. On a dépassé de 15 minutes pour les questions. Je vous remercie encore et ben, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous et à suivre les prochains, comme on appelle ça en français, qui devraient se dérouler voilà, janvier, février, début d'année prochaine, où on va faire un peu plus de pratique et de démo sur les attaques. Bonne journée à tous, merci beaucoup et on reste à votre disposition. À bientôt.